21h, 22h, BFM Business, Paris d'avenir, Nathalie Croiset. Un salarié du secteur tertiaire rejette en moyenne 5 tonnes d'équivalent en CO2 par an. Et pour une entreprise du secteur d'environ 200 personnes, on compte environ 1000 tonnes d'équivalent CO2, ce qui équivaut, paraît-il, à peu près aux mêmes émissions qu'une petite centrale de chauffage urbain. Autant dire qu'il faut agir et qu'il faut aussi modifier un peu tout ce qui se passe dans l'immobilier d'entreprise. L'immobilier vert, on en parle ce soir dans Paris d'avenir. Philippe Depoux, président de Generali France Immobilier. Alors, il y a beaucoup d'études, notamment j'en ai pris une toute récente à Ouest Studley et Foncière des Régions, qui est évidemment très impliquée aussi dans toute cette démarche d'immobilier d'entreprise, qui parle du déménagement d'entreprise et qui montre que vraiment pratiquement pour un dirigeant sur deux, maintenant il faut un niveau de certification HQE au moins, voire aller au-delà. Alors vous, je crois que vous avez 6 bâtiments certifiés HQE, Generali, notamment du côté de Microsoft. Microsoft, c'est ça, oui, ici les Moulineaux. Donc maintenant, voilà, on a tellement parlé du BBC au départ, un bâtiment en basse consommation, mais maintenant on a senti même qu'il fallait aller au-delà, même finalement de tout ce qui pouvait être la réglementation. Alors le BBC, qui est un label d'efficacité énergétique, il est déjà très bas. Donc aller au-delà, ça veut dire aller vers le B-Post. Donc oui, c'était assez facile, on va dire. On n'y est pas encore là. Oui, mais effectivement, le mouvement est enclenché. Olivier Vignol disait tout à l'heure que dans les sondages, les occupants de nos immeubles ne sont pas forcément toujours très bien informés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une dichotomie entre certains locataires de petits immeubles et les gros preneurs, je dirais les gros locataires. Dans nos grosses sociétés, on a l'avantage d'avoir des gros locataires pour qui la question ne se pose plus. Si les dirigeants ne se la posaient pas, leurs salariés arriveraient en masse pour leur poser la question. Donc c'est une obligation. Aujourd'hui, on ne loue pas. Alors, on parle en termes d'efficacité. On loue beaucoup plus facilement un immeuble de bureau avec une certification, que ce soit HQE, BBC, LEED, il y en a différentes, et avec des labels de performance énergétique. Donc ça se pose aussi dans ces termes-là. On pourra peut-être en parler tout à l'heure sur la valeur de l'immeuble qui est préservée et sur la possibilité de le louer. Donc aujourd'hui, je pense que plus personne n'entreprend sérieusement une rénovation d'un immeuble sans en passer par son verdissement. Et bien entendu, toutes les constructions aujourd'hui répondent à ces normes. Après, il faut regarder financièrement. C'est plus facile à faire à Paris qu'à Lyon, qu'à Marseille, parce que le retour sur investissement n'est pas forcément tout à fait le même, mais on y est tous contraints. Donc oui, on a commencé avec EOS, qui est le siège de Microsoft à Issy-les-Moulineaux, qui était... Alors on a tous des premiers immeubles labellisés, en l'occurrence c'était le premier immeuble HQE construction de 52 000 m², donc c'était le plus gros, voilà. Mais après, depuis, on a fait des certifications exploitation, des certifications usage qui sont encore différentes. On rentre dans le sujet, bien dans le sujet. Même si voilà, on sait, on en parle, on parle de ces 6 bâtiments, mais c'est vrai qu'en la matière encore, il n'y a pas rien qu'il y a seulement 3% des entreprises françaises, de moins de 1000 salariés qui occupent des bâtiments HQE, donc on est encore en plein développement. Alors Nicolas Régnier, gérant fondateur de Green Solu, justement les demandes par rapport typiquement on parle de la rénovation, mais on sait quand même que c'est quand même là qui a le plus gros. Là on parle, quand on parle d'HQE, évidemment, voilà, on construit des bâtiments. Il y a des choix qui sont faciles, c'est pas évident. Il paraît que les immeubles des années 80, c'est terrible à rénover. Enfin, ça doit être aussi, c'est pas si facile que ça finalement d'aller vers du vert. Effectivement, il y a des difficultés. Juste pour rebondir, on parlait beaucoup, on entend beaucoup parler bâtiments BBC, HQE. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc, à mon sens, ce ne sont pas forcément des bâtiments représentatifs, dans le sens où on parle beaucoup de ces bâtiments, mais ma question c'est qu'est-ce qu'on fait des 99% restants? Oui, c'est ça. Qui sont oui, c'est ce que je dis. Voilà, quand on dit qu'il y a 3% des entreprises françaises qui sont dans du HQE, sachant qu'il faut bien distinguer bâtiments neufs, bâtiments existants, et ces 99% restants qui sont les bâtiments, alors en grande partie construits dans les années 70, très vieillissants, très énergivores, on les appelle souvent les épaves thermiques. Effectivement, c'est toujours assez compliqué de les rénover, dans le sens où chaque bâtiment a eu une vie, une évolution, donc il y a eu des nouveaux équipements qui sont venus se greffer, donc chaque bâtiment est indépendant, d'où la complexité technique pour intervenir. Ça ne peut pas être du copier-coller à chaque fois sur des solutions techniques, d'où l'importance de bien comprendre comment a été construit ce bâtiment pour derrière pouvoir mettre en place des solutions rapidement rentabilisées, puisque c'est ça aussi l'objectif quand on intervient sur ce type de bâtiment. Alors ce qui est intéressant justement, c'est la construction, mais pas seulement. Olivier Vignol, président d'Alliance Real Estate France, vous êtes très engagé aussi sur une réflexion globalement sur les bureaux, aussi sur l'utilisation des bureaux en eux-mêmes, parce que voilà, il suffit pas d'avoir des beaux bâtiments, il faut savoir aussi à l'intérieur, il faut être volontaire.
Oui, puis la structure de notre parc immobilier fait qu'on s'est beaucoup intéressé au sujet de rénovation. Mais je voudrais juste faire un commentaire. Si les gens sont perdus, que ce soit les propriétaires ou les locataires, il faut savoir que une complexité qui est multicouche. Je donne un exemple sur Paris. Au Paris, vous avez 4 réglementations différentes qui s'appliquent. Le plan climat de Paris, le Grenelle de l'environnement, ce qu'on appelle le paquet climat-énergie de la communauté européenne, et puis les protocoles mondiaux type Kyoto, Durban, etc. Il n'y en a pas un qui dit la même chose, il n'y en a pas un qui a le même timing, il n'y en a pas un qui fait référence aux mêmes indicateurs. Et les utilisateurs, les assureurs, les investisseurs que nous sommes doivent gérer cette complexité. Et qui évolue. C'est peut-être pour ça que vous pouvez passer outre, finalement, aller plus loin que tout on peut passer outre. Donc on a décidé de faire notre propre politique, effectivement, alors qui est obligé de tenir compte de la réglementation locale, mais avec l'idée, et c'est Allianz qui est un assureur qui, comme beaucoup, mais enfin qui se veut exemplaire dans ce domaine, a décidé d'aller plus vite et plus loin. Et d'autant plus qu'on voit que, notamment en France, les décrets techniques d'application du Grenelle de l'environnement ont beaucoup de mal à sortir. Un exemple très, très pratique, il y a une nouvelle réglementation thermique pour les bâtiments qui est la RT 2012. Oui. Les logiciels pour simuler la consommation énergétique des bâtiments n'est toujours pas disponible. Et au 1er janvier, on est censé déposer des permis de construire qui se font convaincre. Mais les organismes qui gèrent ces logiciels de simulation n'ont pas été capables de les mettre en... Donc on a géré cette complexité. Donc c'est vrai qu'on fait appel à beaucoup de consultants pour rénover. Et le sujet de la rénovation du parc existant, c'est que quand le parc est occupé, c'est extrêmement difficile. Autant quand les bâtiments sont vides, on trouve des solutions techniques. Mais le problème, c'est que nos bâtiments, ils ont vocation à être occupés. Et là, on a beaucoup de mal. Mais néanmoins, je dirais la rotation naturelle en fait, une entreprise reste à peu près 7 ans et demi dans ses locaux. Donc on sait que d'ici 2020, puisque c'est un peu quand même la date butoir que tout le monde a quand on regarde l'Europe, quand on regarde le plan climat de Paris, des objectifs notamment d'ici 2020, tous les bâtiments, en théorie, devraient avoir été libérés au moins une fois. Et donc c'est vrai qu'on saisit cette opportunité, réglementation ou pas, pour les mettre aux normes les plus performantes. Et comme Philippe, on a nous tout un tas de carrières de premiers bâtiments, donc on a eu des premiers bâtiments neufs dans Paris, des premières rénovations. Maintenant, je crois que tout le monde s'y est mis, mais c'est vrai que tant que les bâtiments ne sont pas libérés, c'est un petit peu compliqué à gérer. Alors, on parle de la complexité, notamment de toutes ces réglementations, mais parfois elles peuvent présenter un atout. Frédéric Hussmann, donc président fondateur de Certinergie, tous ces certificats d'économie d'énergie, aussi, ça peut représenter, valoriser aussi des actions et finalement permettre aussi de faire des investissements. Il faut voir aussi qu'il y a un retour. Exactement. Enfin, le certificat d'économie d'énergie permet de financer une part de l'investissement nécessaire à faire des économies d'énergie. De 5 à 50% suivant le type. Très très modeste. Oui, très modeste. Suivant les actions qui sont réalisées, ça va de 5 à 50%. Et alors pour vous aussi, c'est avantageux aussi. Je crois que vous êtes justement vous êtes un business model assez unique dans votre genre. Je disais, vous êtes la première société. Oui, c'est vrai qu'on a un business model qui est un peu particulier puisqu'on parle de service à coût négatif, dans le sens où nous amenons un service à nos partenaires, nous les accompagnons dans la durée pour générer les économies d'énergie, et à la fin, nous leur faisons un chèque. C'est intéressant. Voilà. Donc ce chèque est proportionnel finalement aux économies d'énergie qui sont réalisées par ce partenaire, et ce chèque est financé par les fournisseurs d'énergie qui ont des obligations d'économie d'énergie et qui donc en faisant ce chèque, et on en prélève une partie. Oui, c'est ce que j'allais dire, il faut bien que vous gagniez votre vie dans cet échange-là. Exactement. L'idée est louable, mais les montants sont, comme le disait Olivier, sont pour l'instant en tout cas assez modeste par rapport à l'échelle des sujets qu'on a à traiter. Oui, c'est étonnant parce qu'on parle beaucoup d'économie d'énergie, on se fixe des objectifs au niveau européen, au niveau français. Je crois que d'ailleurs la France est encore quand même en retard aussi en la matière. Donc c'est il faut... Ça se rattrape. Ça se rattrape sur l'Europe, mais effectivement, les certificats d'énergie est encore un sujet assez compliqué à gérer avec une législation qui change pas mal. Et donc nous... Oui, elle a bougé au début de l'année aussi. Et voilà, elle évolue. Et donc pour le photovoltaïque, dès que ça a commencé à marcher, le gouvernement a changé les règles du jeu. Donc on est reparti à zéro dans un système un peu plus compliqué encore, dont on va voir s'il se met à fonctionner. Mais c'est vrai que dès que ça a commencé à marcher, la règle du jeu a changé. Oui, voilà, c'est toujours la même question de visibilité. Bon, on a un peu évoqué aussi des questions d'argent aussi quand même. Évidemment, ça coûte plus cher d'investir dans le vert. Et puis, paraît-il, est-ce que les bâtiments sont vraiment si irréprochables que ça? On y reviendra après une nouvelle pause dans Paris d'Avenir et Journal de l'économie sur BFM Business. Paris d'Avenir. Le futur est capital sur BFM Business.